Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight! Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes. Pat, Yes. en forme? Très en forme. Excellent. Oui, aussi, on va revenir bien sûr dans cet épisode grandement sur l'UFC 246. Écoutez, pas le choix, on a commencé l'année arts martiaux mixtes avec un super gros gala, une super grosse finale à tout le moins. Exact. Connor a donné tout un show, mais si vous avez payé pour ça, et plusieurs ont payé pour ça, évidemment, si vous vouliez avoir un long combat, vous n'avez pas été servi. Mais au moins, ça s'est terminé avec un KO percutant, et on peut dire que pour la suite des choses, le scénario s'écrit c'est pas facilement, mais peu importe ce qui va se passer avec Connor, ça va être un beau scénario. En tout cas, ça, c'est sûr. Mais tu sais, moi, j'étais un peu ambigu avec ça. Là. On a payé pour ça, ça a juste duré 40 Ouais, ans. non, c'est ça. Faut pas voir À un ça moment comme ça. donné, faut pas que tu vois ça comme ça. Là. On sait jamais ce qui peut arriver en arts martiaux mixtes. Puis c'est pour ça que ce sport-là est devenu tellement populaire dans les 10 dernières années. Il y a tellement d'imprévisibles dans ce sport-là qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Des fois, ça dure 40 secondes. Des fois, ça fait un combat plate de 15 minutes comme qu'on a eu en demi-finale. On peut jamais contrôler ce qui se passe là-dedans. Mais écoute, l'important, c'est que Connor est revenu par la grande porte. Puis, écoute, il y a bien des choses à dire là-dessus. Là. Ouais, on va revenir sur le combat, sur la suite des choses pour Connor, même ce qui a mené au combat, là, parce qu'il s'est passé des choses quand c'est durant l'épisode de la semaine dernière, mardi. Il y a quand même eu une conférence de presse. Depuis ce temps-là, il y avait eu la pesée, tout ça. Donc, on va faire un gros récapitulatif de la semaine de l'UFC 246. On va parler de ce qui s'en vient la semaine prochaine à l'UFC, qui va être du côté de Raleigh, en Caroline du Nord, pour un gala. Et on va parler bien sûr de la finale, mais des autres combats également qu'il y a eu à l'UFC 246. Donc bref, beaucoup de choses au menu pour vous dans cet épisode de Dans la cage. Si vous n'avez pas eu la chance de voir le combat entre Cowboy Cerrone et Conor McGregor, sachez qu'on le disait, ça a duré 40 secondes. Conor McGregor, gros KO, et il a volé une page un petit peu du livre à Donald Cerrone parce que ça a commencé... Ouais, en fait, le coup de pied à la tête, qui est une des armes favorites de Donald Cerrone, a fait beaucoup de dommages. Ça s'est terminé avec des coups de poing au sol, mais comment t'as vu cette performance-là? Comment t'as apprécié cette performance-là de Conor, Pat? J'ai apprécié la performance de Conor. J'ai été beaucoup plus déçu de la performance de Cerrone. Je ne sais pas ce qu'il y a mentalement, Cerrone, là, mais à toutes les fois qu'il y a un combat important, toutes les fois qu'il y a un combat important, on parle contre Rafael Dos Anjos, contre Nate Diaz. Là, il est sur 3 défaites de suite, 3 knockouts de suite, là, on s'entend. Il y a tellement de difficultés à boucler la boucle lorsque c'est un combat ultra important. Il n'a jamais été capable de gagner un combat vraiment, ou même pas. Il n'a même pas gagné un gros combat qu'on s'attendait face à un gros nom. Et ça, écoute, ça va rester collé à lui toute sa carrière, spécialement dans un combat de la sorte. On s'attendait à ce qu'il sorte peut-être un petit peu plus fort. Je sais pas, il semblait être gelé sur place. Peut-être qu'il pensait pas que Conor allait recommencer aussi agressif que ça. Après 15 mois d'absence, peut-être qu'il pensait qu'elle allait être un petit peu plus gêné et timide dans ses attaques, rentrer directement avec une gauche. Puis une chose qu'on n'a pas vue, ça s'est passé extrêmement vite. Moi, je l'ai revu par après parce que sinon, je l'aurais mentionné lorsqu'on a décrit les combats. Quand Conor lance sa gauche en partant, Cerrone dock en dessous et il vient comme pour aller chercher les jambes. Son visage frappe sur la cuisse. On dirait que ça l'a sonné. On dirait vraiment là, ça l'a sonné. Il a comme voulu reprendre ses esprits puis il est resté collé. Puis après ça, il a eu des coups d'épaule, puis il bougeait pas pantoute. Puis quand on regarde à la reprise, tu le vois directement après, il a shooté pour aller chercher la jambe, sa tête a frappé contre la jambe, puis il est devenu comme inerte. Il est devenu comme straight sur place, puis il bougeait plus. J'ai comme l'impression que ça a fait une différence. Là. Lui-même, il s'est comme knocké contre la cuisse de Conor. Il n'a jamais eu la chance de rentrer dans ce combat-là, c'est le cas de le dire. Pas parce que, bon, tu l'as dit, grosse gauche. En fait, s'il ne s'attendait pas à ce que Conor commence fort, il était peut-être le seul, parce que Conor est reconnu pour
commencé fort ces combats. Oui, ça faisait 15 mois. Mais c'est surtout aussi que Cerrone, une de ses marques de commerce ou quelque chose qui lui colle à la peau, c'est d'avoir de lents débuts de combat. Tous ses adversaires ont avantage à essayer de sortir fort pour pas laisser le temps à Cowboy, justement, d'entrer dans le combat. Donc, avec l'expérience qu'il a, je peux pas croire, j'ose espérer qu'il pensait pas que Conor allait commencer de façon timide. Tu l'as dit, jamais eu la chance de rentrer dans le combat. Oui, le coup de coude. Les coups d'épaule ont fait pas mal jaser aussi. Est-ce que c'est une technique que tu avais déjà vue? Pour ceux qui l'ont pas vu, tout de suite après la première séquence, il y a eu un clinch, un corps à corps. Et puis c'est à ce moment-là que Conor a donné vraiment des coups d'épaule avec son épaule gauche sur le nez. Peut-être 3 ou 4 coups de poing, coups d'épaule en fait, sur le nez de Cowboy Cerrone. Puis ça semble même avoir créé un saignement de nez. On ne sait pas si ça lui a cassé le nez, mais... Écoute, on l'a déjà vu ça. John Jones, c'est lui qui avait amené ça en premier. Lorsqu'on était au corps à corps, il faisait des espèces de coups avec l'épaule, mais jamais... Mais pratiquement juste plus pour se défaire de son adversaire. C'est ça, c'est ça. Vraiment de la sorte comme tel, un coup agressif, offensif. Partir de l'épaule, on a rarement vu ça vraiment, mais on a bien vu que le premier coup qu'il a utilisé, il l'a dérangé. Puis après ça, il a continué. Cerrone ne faisait rien, il restait sur place. Donc, puis par la suite, le coup à la tête, c'est un peu le karma qui vient rechercher Cerrone. Il l'avait popularisé. Oui, mais il l'avait prédit aussi dans ce combat-là. Il a dit, je vois le combat se terminer avec un knockout, coup à la tête. Là, il goûte à sa propre médecine. Mais, à un moment donné, tu sais, Cerrone, on sait, il était ultra actif. C'est lui qui a le plus de combats, le plus de victoires. Il y a les bonus, il y a des records partout. OK? Sauf qu'on regarde dans ses 11 derniers combats, là, il y a juste 4 victoires. Et puis là-dessus, là, il s'est fait knocker une couple de fois, là, je te dirais. Là, sur 7 défaites, là, il s'est fait knocker 5 fois. Ça commence à le rattraper un petit peu. Peut-être que là, maintenant, le poids des années, le poids des combats, puis le nombre de combats commence à le rattraper tranquillement. Et il veut pas, là. Puis je dis pas que c'est ça. Mais veut pas, il est devenu papa aussi. Son attention est peut-être plus à 100% dans le combat. Même si c'est Cerrone, on sait, on le connaît, là, c'est un gars extrême, il fait plein d'affaires extrêmes. Il reste que, il met plus souvent son emphase quand on le voit sur les vidéos sur son fils. Puis c'est correct, là. Mais c'est juste, peut-être que sa mentalité n'est plus où ce qui était. Il est sur 3 défaites de suite, 3 knockouts. Peut-être que mais il vient de signer un contrat de 6 combats. Il dit qu'il n'a pas terminé. Sauf que, une performance de la sorte, là, on vous dirait que Cerrone était vieux dans ce combat-là. On dirait qu'il n'était plus capable de suivre le rythme. Face à un gars, je comprends, c'est Conor McGregor. Qu'on l'aime pas, là, on va s'entendre. Conor McGregor est un excellent combattant. Okay? C'est un athlète incroyable. Mais il reste que, Cerrone, là, même s'il n'est plus qui était, il reste quand même dans l'élite mondiale. Là. Puis là, il a eu de l'air vraiment d'une recrue. D'un débutant. Ouais. Est-ce qu'il était... Bon, les observateurs s'attendaient à ce que Conor McGregor sorte gagnant. Plusieurs l'avaient même mis. Moi, j'avais mis gagnant par KO au 2e round. Toi, je pense que tu avais prédit officiellement au 1er round, si je me trompe pas. Ou... Est-ce que tu avais fait une prédiction officielle? Pas vraiment. Okay. J'avais dit que ça restait debout, c'était avantage à McGregor, c'est ça que j'avais dit. C'est resté debout. Là. On n'a pas vraiment eu le temps d'y aller avec nos prédictions, voir qu'est-ce qui allait arriver. Non, c'est ça. Mais avec le recul, est-ce que Cerrone était vraiment de taille? Parce qu'après ça, on a vu toutes sortes de choses. On disait c'est un combat sur mesure pour le retour de McGregor. On lui met Cerrone qui est là pour donner un spectacle, qui va dire oui de toute façon, puis puis Cerrone le disait lui-même, il voulait pas amener ce combat-là au sol, donc il va rester debout dans le milieu de l'octogone pour donner un spectacle. Puis il venait de se faire knocker 2 fois de suite, donc adversaire entre guillemets idéal pour le retour de un gros nom. Donc toutes les cases étaient cochées. Là. Est-ce que vraiment Cerrone avait une chance de l'emporter? Il y a toujours une chance, là, c'est un combat d'arts martiaux mix, mais est-ce que dans sa tête, lui, il était... Ça a l'air bizarre, hein, parce qu'il y a tellement d'expérience, mais de la façon que Conor s'est présenté cette semaine, là, c'était contre toute attente. Là. Il est arrivé, là, il n'a pas écœuré personne. Il a dit merci à la foule. Oui, il est arrivé en retard à quelques reprises, mais moins qu'avant. Puis il s'excusait maintenant qu'il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard à la pesée, il s'est excusé aussi. Il n'a pas fait de trash talk. Est-ce que ça l'a dérangé quand même, Cerrone? En voulant dire, est-ce que ça l'a adouci pour à rentrer dans le combat? Je ne sais pas. Mais il est arrivé quelque chose à Cerrone pour on dirait qu'il n'était pas dedans. Là. Il n'était pas prêt à embarquer dans ce combat-là. Puis je sais pas, mais il y a quelque chose qui est arrivé. Il était juste pas prêt.
C'est juste ça. Puis il s'est fait surprendre par l'agressivité de McGregor. Écoute, tu sais, jusqu'à un certain point, moi, je pense... c'est de loin ma théorie, là, que je pense pas, puis jusqu'à un certain point, je le souhaite pas, là, mais je penserais pas. Mais il y en a qui ont été dit que ce combat-là était arrangé. Mais Cerrone, je pense pas que c'est un gars qui... il en a fait beaucoup d'argent. Là, il a fait peut-être... D'après moi, il a fait à peu près 5 millions, ce combat-là. Quand on regarde, là, oui, il faisait 200 plus 200 000, mais s'il a signé un nouveau contrat avec des points pay-per-view, peut-être à 3-4 piastres du pay-per-view vendu, t'en vends 1 million, ben, tu veux pas, fais les comptes, là, ça fait 4 millions. Fait que, tu sais... Il y a eu 2 millions, apparemment, les premières non, estimations. OK, ça a redescendu à 1 million. Connor a fait 3 millions ou 2 millions, je me souviens plus, puis lui, il faisait 200 000 plus 200 000. Ça, c'est les bourses. Non, mais je parle du nombre de galas qui ont été vendus. OK. Je parle de 2 millions de ventes de galas. Exact. Fait que, c'est sûr qu'ils vont cacher à quelque part, mais est-ce que ça justifie que ce combat-là aurait été arrangé? Écoute, j'ai de la misère à croire ça, puis je veux pas croire ça, puis surtout pas surtout pas venant de Cowboy Cerrone. Il y a trop à risquer que ça sorte à quelque part ou de quoi de même. T'sais, ça legacy quand même son héritage à Cerrone, c'est un des favoris de la foule. Je pense pas qu'il oserait faire ça. Non, Cerrone a gagné des gros combats, perdu de très gros combats aussi. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. En tout cas, on sait pas si c'est le dernier. Là. Lui veut continuer, mais c'est clairement pas le premier gros combat qu'il perd. Je veux dire, non, je pense pas non plus. Là. Je crois pas du tout à cette théorie-là que c'est arrangé. Puis de toute façon, si c'est arrangé, est-ce que tu perds en 40 secondes ou tu essaies de durer ça un peu plus longtemps? Je veux dire, vous recevrez un coup de pied au visage. Puis il saignait pour vrai. Là, je veux dire, on le voit, là, c'est pas arrangé ça. Là, il a probablement le nez cassé dans les premières secondes du combat. Puis recevait un coup de pied sur le coin de la mâchoire. Puis il y en a qui disaient qu'il a reçu un coup de pied par juste les orteils. Mais tu sais, veut pas, c'est un coup de pied pareil dans le visage. Puis il s'était fait ébranler avec les coups d'épaule. Jusqu'à un certain point, tu peux arranger. Si tu fais passer une soumission, tu vas. Mais tu sais, des coups de poing, là. Je veux dire, à un moment donné, mais, en tout cas, moi, je crois pas à cette théorie-là. Je crois plus que Cerrone, peut-être qu'il n'était pas focusé à 100% à ce combat-là. Il allait là, puis ça a été vraiment le Conor McGregor show, mais pas comment on s'attendait. On dirait que j'ai comme l'impression que j'ai peut-être fait déranger par l'attitude humble de McGregor, puis ça l'a surpris beaucoup de monde. Bon, parlons de McGregor, parce que c'est un gros combat pour lui. Retour après 15 mois. Devait absolument gagner. Non seulement il gagne, mais il gagne de façon ultra spectaculaire. Et on le disait, s'il y avait des points d'interrogation autour de Conor McGregor, ben là, sont dissipés parce que il est de retour au sommet. Il est de retour sur son trône. Et là, il peut décider ce qu'il veut faire. Là. C'est vraiment lui qui est en plein contrôle de sa destinée. Dana White, l'UFC... ils ont leur mot à dire, mais Conor, c'est lui qui va avoir le dernier mot, puis c'est lui qui a le gros bout du bâton. Juste te dire comment il a le gros bout du bâton, là, avant la finale était prête, là, puis on était prêt à y aller, là, puis lui a décidé dans le vestiaire que non, moi je me bats à cette heure-là, vous m'avez dit que je me battais à cette heure-là, puis je suis pas prêt, puis on va attendre. Fait qu'il il a fait retarder la diffusion de la télé, il a fait attendre le monde là-bas, il a pris tout le monde en otage pour un bon 10-15 minutes parce que lui, il était pas prêt, et l'UFC a dit « OK, c'est correct, on va t'attendre. » C'est qui mène, là? On va s'attendre, là, c'est Conor. Et avec une grosse victoire de la sorte, ben oui, t'as raison, il peut faire ce qu'il veut. On lui avait promis un combat de championnat du monde face à Nurmagomedov, mais là, premièrement, il faut que Nurmagomedov gagne face à Ferguson, puis ça, c'est pas fait. Mais lui, après l'entrevue, il a dit qu'il se sentait bien à 170 livres. Il aime ça être dans cette catégorie de poids-là. Et c'est quoi l'avenir maintenant? C'est-tu à 170, 155? C'est sûr que le combat contre Nurmagomedov va le hanter jusqu'à la fin de ses jours s'il n'y a pas un combat revanche. Mais il y a plein de belles opportunités à 170 livres aussi. C'est des combats qu'on veut voir. Puis, non seulement, oui, c'est ça. Les combats qu'on veut voir, c'est contre Jorge Masvidal. Tu regardes sur les réseaux sociaux, puis c'est pas mal ça que les gens veulent voir. Dana White repousse ça. Il veut faire Masvidal contre Kamaru Usman. Là, il y a la trilogie contre Nate Diaz, qui est une autre option, qui pourrait être à 170 livres également. Mais Dana White veut vraiment Khabib. Et là, tu l'as dit, bon, il reste 2 choses qui doivent arriver à ce moment-là. Khabib doit battre Tony Ferguson, c'est loin d'être fait. Et ça se passe au mois d'avril. Ouais. À quel moment Khabib va revenir après ça s'il gagne? Parce ça que va prendre. C'est pas le genre de gars qui se bat
4 fois par Il va année. y avoir le Ramadan aussi. Fait que ça va être un autre Qui va 6 arriver mois. bientôt. Là. Après avril, il y a le Ramadan qui arrive pas loin. Là. Fait que, tu sais, lui, il se bat pas pendant ce temps-là. Il se bat pas, il se bat pas probablement avant le mois de septembre. Ouais, minimum. Minimum. Mais, tu sais, Là, est-ce que ça veut dire. Puis le Connor, lui, veut se battre 3 fois. Là. il veut se rebattre avant la fin de l'été. Et là, c'est Ouais. même son entraîneur, là, voyons, John Kavanagh. John Kavanagh. Il a dit il y a un combat qui nous intéresserait beaucoup, ça serait contre Justin Gaethje, mais à 170. Fait qu'on veut on veut continuer à 170 livres. Et moi, je trouve que c'est une bonne stratégie d'arriver à 170 livres pour son combat de retour après 15 mois. Il n'était pas obligé de faire une grosse coupe de poids, une déshydratation drastique. Il est arrivé, il était en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Il semblait en forme aussi, en santé. Mais là, reste à voir, est-ce qu'il va continuer à 170? Parce qu'on s'entend, un cowboy, c'est pas un gros 170. Là. Mais tu sais, s'il s'en va se pogner contre des gars comme Darren Till, des gars contre des gros bonhommes là, quand même, là, c'est Contre Ousmane, disons, en lutte. Là, disons, il n'a pas été capable de il y a eu de la difficulté à gérer la lutte de Nurmagomedov qui pesait à 155 livres. Vient lutter contre un Ousmane, contre un Tyron Woodley, contre un... Ouais, mais tu sais, faut mettre quand même la lutte de Nurmagomedov bien en avance que celle-là de Woodley et Ousmane, à mon avis. Ouais. Là. Même si le poids est... Même s'il y a 20-30 livres de différence entre les Oui, deux. parce que la lutte est complètement différente. Là. La lutte de Nurmagomedov est plus technique, travaille sur une jambe, travaille les angles d'attaque. Puis la lutte de Ousmane puis la lutte de Woodley, c'est du muscle wrestling, là, du American wrestling. C'est double leg, ça marche pas double leg. Fait que c'est moins technique, c'est plus physique. Puis tu vois Nurmagomedov, c'est beaucoup plus technique son genre de lutte. Là. Mais au niveau force physique, force brute, justement. Ah, ben oui. Ben, on dirait que quand Khabib est sur tout, il a de l'air fort à maudit. C'est une question de position mais en fait, je me demande aussi si... tu sais, on le sait que dans sa main gauche, il en a de la puissance, que ce soit à 145, à 155 ou à 170. Je pense qu'au niveau des points, il peut tenir son bout contre à peu près tous les 170 livres 100%. de l'UFC. Ouais. Mais, tu sais... Mais il coupe pas de poids. T'sais, mettons, il va arriver dans l'octogone à 175 livres, disons, versus un Ousmane qui peut arriver, lui, à pratiquement 190 livres. Ouais, facile. Si ça se retrouve au sol ou même encore à corps, c'est sûr que ça peut avoir une différence à ce moment-là. 100%. Mais lui, il mise beaucoup sur son jeu de jambes, ses angles d'attaque, sa précision. C'est un des meilleurs livre pour gérer la distance. Ouais. Il frappe, il se fait pas frapper. Il est tellement bon. Il y a des longs bras, il y a une très longue portée quand même. Oui, mais il l'utilise bien, mais il est tellement bon pour pas se faire frapper. Il est à distance de sa frappe à lui, mais pas de la frappe des autres. Ça, c'est quelque chose là, qui est vraiment, là, c'est sa plus grande force à McGregor. Puis c'est sûr que peut-être qu'il serait un peu plus rapide que les autres 170. Il est habitué de se battre à 155. Mais encore là, on s'en va où avec McGregor? C'est lui qui va décider. C'est sûr que pour les fans, on aimerait bien ça voir face à Masvidal. C'est sûr, le build-up serait incroyable. L'histoire autour de ça, ça serait fantastique. Puis deux des plus grandes gueules, sinon les deux plus grandes gueules de l'UFC. Puis je pense qu'on verrait un peu l'ancien Conor revenir à la surface. Il ne serait pas marcher ses pieds, c'est sûr. Non. Je déteste pas l'idée de Gaethje. Là, de plus en plus de gens disent qu'on devrait faire un combat éliminatoire là, pour déterminer l'aspirant numéro 1 à la ceinture des 155 livres. Je déteste pas non plus l'idée de le faire à 170 livres. Ça éviterait aux deux gars de couper du poids, puis tout le monde serait heureux. C'est juste que ça crée un dangereux précédent si tu commences à créer des combats éliminatoires pour une catégorie de poids dans la catégorie supérieure. Là, ça arrête tout. Tu peux pas le faire. Puis si tu te mets à le faire juste pour tes méga vedettes, juste pour Conor et quelques autres. Il y a le clan aussi, Nurmagomedov, là-dedans aussi. Là. On parle de Conor, là, mais Nurmagomedov, c'est lui le champion. Là. Puis le père de Nurmagomedov, il dit... Si vous voulez le combat revanche face à McGregor, là, ça ne sera pas en bas de 100 millions, je vous le dis tout de suite. Là. Puis tu sais, on parle de la richesse de McGregor. Là. Et Nurmagomedov, là, il est backé puis pas à peu près. Là. C'est un des meilleurs amis à Poutine. Le gouvernement russe là, s'occupe très bien de Nurmagomedov. Okay? Il est set for life, lui aussi. Là. On s'entend, là, on entend moins parler parce qu'il flash moins son argent, mais il est multimillionnaire, lui aussi. Là. On s'entend, là. Fait, il a des amis très bien placés et des amis qui font à ce qu'on peut lire dans certains sites spécialisés, des gens qui pas très recommandables, disons ça comme ça. Ben, c'est ça. Ça dépend pour qui. Pour eux autres, c'est ça. Mais du côté de la Russie, certaines provinces de Russie, il se passe des choses c'est ça. Pas très catholiques. Nurmagomedov pourrait en faire partie, en tout cas, oui. Et dans l'entourage de ces personnes-là, effectivement, au niveau de l'argent. Mais concluons ce sujet-là là-dessus. Dana White dit ça va être contre Khabib.
Connor semble dire il sait pas trop. Puis Masvidal, les gens veulent Masvidal. Masvidal a de l'air un peu abandonné cette idée-là. Je pense que c'est une game qui joue. Là. Il dit j'aimerais mieux briser le visage de Usman que McGregor. Mais on l'a vu, là. Quand McGregor, là, il parlait de micro, là, puis là, il parlait de la robe de chambre de Masvidal là, avec Joe Rogan. Tu voyais Masvidal était assis de même, puis tu voyais même plus ses pupilles, tu voyais juste des signes de piastres, là, il était de même. OK, continue. C'est sûr qu'il veut ce combat-là, là. C'est sûr, c'est money, là, 100%. Puis c'est ça. Puis on va faire une histoire autour de cette belt-là encore, ouais, ça serait probablement pour la fameuse BMF. Là. Ben oui, c'est ça. Puis même McGregor a dit cette ceinture-là est laide, mais je vais la prendre, je vais la mettre dans ma collection. Si j'avais à mettre un petit 5$, je mettrais que Masvidal va être le prochain adversaire de Conor McGregor. Ou Diaz. Moi, je pense que c'est Masvidal ou Diaz. Donc, Gaethje devra peut-être prendre son mal en patience, malheureusement pour lui, même s'il mériterait, lui, également d'affronter 100%, ces gars-là. C'est ça. Mais il y en a qui disent que McGregor se sauve de Gaethje, mais McGregor, là, c'est pas un cave. Okay? Business-wise, là, il est très, très fort. Puis, ouais, ça va être plus payant contre Diaz, ça va être plus payant contre Masvidal, puis probablement moins dangereux dans les deux cas. Ben 100%. Parce que c'est vrai que Gaethje, c'est une machine. Là, Diaz, il n'a pas de force de frappe. Il a un cardio de fou, mais il n'a pas de force de frappe. Il va avancer, puis il le connaît déjà. Masvidal, c'est un style plus un peu brawler. Fait que techniquement, c'est sûr que McGregor est vraiment meilleur. Il va le boxer, puis d'après moi, il va le battre au bout du poing. Mais tu t'en vas contre Gaethje, là. Lui, il est habitué de recevoir des coups de pelle dans la face, puis il continue à avancer, puis jusqu'à temps qu'il te swing. Ça, c'est un autre game, par exemple. Ouais. Ça va être très intéressant de savoir ce qui va se passer avec Conor McGregor. Il est de retour au sommet. Il a bien fêté sa victoire samedi soir du côté de Las Vegas, mais s'il faut en croire ce qu'il disait dans les entrevues d'avant-combat, c'est une soirée de célébration, de retour dans le gym très rapidement. Il veut se battre souvent. Donc, mais quand même, sobrement. On a vu des vidéos. Ouais. Non, il n'y a pas. Il y avait du fun, mais avant, là, c'était le bordel. On l'a pas vu complètement galer des bouteilles de whisky et tout ça. Là. Non, effectivement, ça semble avoir pris. Je savais qu'il y avait des caméras, en tout cas, ça, c'est sûr. Je veux prendre le temps de parler d'un sujet qui m'interpelle particulièrement parce qu'on en a parlé dans le podcast la semaine passée. On se demandait comment les journalistes allaient traiter ces fameuses allégations d'agression sexuelle envers Conor McGregor. On les a détaillées ici au podcast. Puis on ne dit pas qu'il est coupable. Il n'y a pas d'accusation encore. C'est des allégations d'agression sexuelle en Irlande. Et je pense que l'UFC, Pat, durant la conférence de presse du jeudi précédent le combat, et Dana White en particulier, a vraiment manqué une belle occasion de faire... de prouver aux gens que le sport était rendu ailleurs. Il veut que ça soit mainstream, là, il veut que ce soit grand public. Ben, ça commence avec l'information que tu donnes à ton public, justement. La transparence et tout ça. Je comprends ce que tu veux dire. Et il a la réputation d'être un bully, Dana White. Et il n'a rien fait pour aider sa réputation parce qu'il y a un journaliste qui s'appelle, j'ai noté son nom, Morgan Campbell, c'est un Canadien, il travaille au Toronto Star, qui s'est levé, qui a pris son courage à deux mains, et pour l'avoir déjà fait, puis je n'étais même pas pour poser des questions difficiles. Là. Quand je suis allé à des conférences de presse dans des galas de l'UFC, quand tu as le micro, ben, tu sais que les caméras sont vers toi. Tout le monde t'écoute, puis tu as beau poser la question la plus banale du monde, tu as un petit stress quand même. Puis tu sais qu'il y a une foule, puis tout ça. Puis lui, c'était pour poser... T'as Dana White qui te regarde comme si t'étais un moins qu'à C'est ça. Puis lui, il a pris son courage de main, puis il a posé des questions, puis il a immédiatement les hué. Les partisans, les fans pas forts, d'une part. Et deuxièmement, Dana White, qui a pratiquement ça, il a pris la balle au bon, puis il a dit, il a répondu à cette question-là déjà dans une entrevue, on n'est pas ici pour ça. Le journaliste s'est fait huer, il s'est réessayé une deuxième fois, ça n'a pas plus fonctionné, il a dû se rasseoir, et Conor McGregor n'a jamais répondu à la question. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mais honnêtement, là, pour une organisation qui doit redorer son blason, puis qui dit on est rendu sur ESPN maintenant, puis on doit faire les choses autrement, on veut devenir comme la NFL, on veut devenir un sport majeur. Je m'excuse, mais c'est pas comme ça que tu t'y prends. Ben, tu sais, si tu me demandes si je suis déçu, oui. Si tu me demandes si je suis surpris, non. Dana White fait tout ce qu'il peut pour protéger la compagnie. Donc, et puis protéger le monde qui lui amène de l'argent dans les coffres. Donc, c'est sûr, certain qu'il s'est mis du côté de McGregor, puis il l'a protégé. C'est vrai qu'il a répondu dans cette question-là dans d'autres entrevues, mais c'était tellement
En surface. On n'a pas digué, on n'a pas creusé là-dessus pour qu'il. OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? On a posé la question, puis ça a été même Ariel Helwani, qui est un excellent journaliste, mais on s'entend, il a posé la question, mais ça a passé. Parce qu'il était obligé, là, tu sais. C'est ça. Parce que s'il ne l'avait pas posé, en fait, je vais vous dire comment il l'a posé la question. Il a dit on sait tout ce qui se passe dans ta vie personnelle en Irlande. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il n'a pas dit les mots agression sexuelle, il n'a pas dit les mots accusation, il a pas dit... Je vais te dire pourquoi il ne l'a pas dit, parce qu'il ne veut pas se faire barrer. C'est bien simple. Là. Ariel Helwani s'est déjà fait barrer au UFC, là, et puis il ne pouvait plus rentrer là, dans les conférences de presse. Fait que les journalistes ont tellement peur de se faire barrer, puis lui, le journaliste que tu m'as nommé, là, ça se peut qu'il ne puisse plus jamais aller dans une conférence de presse du UFC. Il y a des chances, mais... Mais pour poser une question qui était non seulement nécessaire, mais le travail d'un journaliste, là, c'est pas de faire le PR, d'être réactionniste de l'UFC. Non, c'est de faire un travail, que ce soit positif ou négatif. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a plein de journalistes qui ont peur de ne pas avoir leur accès. Puis ça, c'est comme une épée de Damoclès que l'UFC brandit au-dessus de la tête de ces journalistes-là. De leur dire, si vous dépassez une certaine ligne, si vous allez trop loin, si vous êtes trop négatif envers nous, si vous projetez pas une image positive de notre compagnie, ben je m'excuse, vous ne pourrez plus venir au gala. Certains journalistes réussissent, ils ne vont plus au gala et continuent à faire des enquêtes sur certaines choses, sur des choses un peu plus sombres du sport, des aspects qu'on entend un peu moins, mais c'est des journalistes indépendants, puis ils n'ont pas... C'est pas ESPN, c'est pas TSN. TSN a un partenariat en plus corporatif avec l'UFC, RDS aussi. Oui, mais c'est ça. C'est la ligne est mince. Puis c'est ça, la ligne est mince entre qu'est-ce que tu oses faire et qu'est-ce que tu veux faire. C'est très différent. En même temps, c'est pas pour le défendre. Je défends pas Dana White, mais je comprends qu'est-ce qu'il a fait. Lui, il est là pour protéger la compagnie. Puis, c'est sûr que la conférence de presse peut faire la promotion du combat et non pas rentrer dans les vies personnelles de ses combattants. Moi, je dis la pensée. Je dis pas ma pensée, mais je dis c'est ça qu'on fait pour une conférence de presse. Fait que lui, il a voulu mettre un stop tout de suite. OK, on va parler du combat. Là, c'est pas une conférence, c'est pas un one-to-one. C'est pour parler. Le Cowboy était là, puis on parle du combat, puis qu'est-ce qui arrive, c'est quoi la stratégie, whatever. Il voulait que ça reste PR sportif. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est ça qui est arrivé. Mais c'est sûr et certain que s'il y a un journaliste qui, à un moment donné, il va plus en profondeur, ben j'ai comme l'impression que ça va être la dernière entrevue qu'il va faire avec Conor. C'est triste, hein? C'est plate, mais c'est ça. C'est triste, puis c'est pas la face. C'est pas comme ça que devrait se comporter, et je me répète, c'est pas comme ça que devrait se comporter une organisation qui aspire à devenir une entité majeure dans le paysage sportif américain. Puis, et puis, en passant, je pense que, si tu veux mon humble avis, Dana White a fait plus de tort. Il pensait peut-être faire du bien, il pensait peut-être protéger ses combattants, mais je pense qu'il a fait plus de tort. Parce que, justement, il a encouragé cette image-là de bully. Il a encouragé cette image-là d'organisation qui essaie de contrôler l'information, qui n'est pas du tout transparente, alors qu'il se serait retiré. Le journaliste aurait posé sa question. McGregor s'en allait répondre. Il aurait probablement répondu « Je peux rien dire à ce sujet-là. Ça suit son cours. Vous en saurez plus. » Genre, le temps va... Un peu comme il a dit dans l'entrevue avec Ariel. Le journaliste aurait peut-être posé une deuxième question de suivi pour dire OK, à quel moment tu penses pouvoir avoir à quel moment tu penses pouvoir avoir des détails à nous donner? Ou il aurait posé la question qu'il a posée, à Dana White, est-ce que vous avez pensé à un moment donné que ça allait... c'est juste que ça il devrait peut-être pas être là, Dana White, pendant la conférence de presse. Il devrait avoir un médiateur, puis OK, pour dire qui parle, puis on envoie les questions, puis c'est ça. Parce qu'il y a des questions des fois pour Dana White, mais effectivement, là, il s'est vraiment interposé. Et probablement que Conor avait été coaché. Il avait dit si la question s'en vient, voici ce que tu vas répondre. Il devait avoir ses liners. Donc, l'empêcher de répondre, ça fait probablement plus de tort que s'il avait répondu. Honnêtement. Oui, c'est sûr. Tout est une question de perception. Sauf que, Dana White, ça a toujours été comme ça. Quand ça ne fait pas son affaire, ben, il va le dire. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, quand il s'est rassis, le journaliste, tu penses-tu qu'il s'est dit ouais, j'aurais peut-être pas dû poser la question.
Non, moi, Non, mais en voulant dire, tu sais, peut-être que tu sais, il sait là, que la ligne est mince entre d'avoir ta licence ou pas pour aller dans la conférence de presse. Là. Ouais, mais si à un moment donné, l'UFC, si tu travaillais pour le Toronto Star, c'est quand même un gros média, un gros média au Canada, le plus gros probablement quotidien. Si l'UFC peut se permettre de barrer le Toronto Star de ses prochains galas, quand il va y avoir un gala à Toronto, là, je pense qu'il va y avoir un journaliste du Toronto Star. Est-ce que ça va être ce gars-là? Puis je pense que j'ose espérer que si le boss du Toronto Star, s'il veut envoyer ce journaliste-là, Morgan Campbell, puis que l'UFC dit c'est correct qu'il y ait un journaliste du Toronto Star, mais ce ne sera pas Campbell. J'ose espérer que le boss du Toronto Star, l'éditorialiste en chef, va dire wow, là, vous n'allez pas contrôler qui de mon équipe j'envoie à votre gala. Ouais. J'ose espérer. Oui, c'est ça. Parce que je sache qu'il n'y a pas de partenariat entre. C'est peut-être plus difficile pour, comme je te dis, ESPN, RDS, TSN, Sky Sports, parce que c'est des partenariats corporatifs aussi. À ce que je sache, le Toronto Star n'a pas de partenariat avec l'UFC. Non. Ben non. Mais l'indépendance journalistique demeure un principe quand même assez important. Ouais. Et dans cette ère de fake news, de fausses nouvelles et de désinformation, je vais toujours défendre les journalistes. Et chapeau à... non, mais t'as raison. Je veux pas paraître pour le gars qui... Non, je sais. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, j'explique les faits, puis pourquoi ça s'est passé de même, puis pourquoi ça va se passer de même encore, puis pourquoi que les journalistes ont comme une espèce d'épée de Damoclès à la tête, parce que justement ça, à cause par le passé, on l'a vu qu'il y a des journalistes qui se sont fait barrer parce qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. C'est juste ça. J'explique la situation, mais je trouve pas ça bien non plus. Là. C'est ça, c'est déplorable. Et en tant qu'athlète, tu devrais être en mesure de répondre quand ça va bien, quand ça va mal. C'est sûr que c'est plus plate de faire une entrevue. Toi, tu l'as déjà vécu. Là. Tu viens de perdre tes 3 derniers combats. Ben Baudouin arrive avec le micro de RDS, puis Pat, comment tu te sens? C'est sûr que c'est plate. Mais tu le fais pareil parce que tu sais que c'est ta job. Puis tu sais que le journaliste va aller relayer ces informations-là, puis comment tu te sens au public québécois qui te supporte, tout ça, c'est une courroie de transmission aussi. Bref, chapeau à ce gars-là, et j'ai vraiment pas de félicitations à faire aux fans qui ont hué. Honnêtement, là, hué un journaliste qui fait son travail. Vous avez beau être un fan de fini du combattant, je veux dire, laissez les gens travailler en paix, et puis voilà. Ouais, ben tu sais, les Irlandais sont là pour protéger puis supporter leurs combattants, puis je les excuse pas. Encore une fois, j'explique la situation. Revenons sur les autres combats de l'UFC 246. On va passer pas mal moins de temps sur les autres combats, je vous confirme, parce que bon, pas grand-chose pour écrire à sa mère, notamment en demi-finale, Holly Holm contre Raquel Pennington. Je pense que Pat, si vous l'avez écouté, si vous l'avez écouté avec Jean-Paul et Pat en français. C'était pénible. C'était pénible. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots à dire. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un combat revanche. C'est un combat qui a eu lieu il y a 5 ans, UFC 184. Combat qui a été serré, pas bien plus excitant que celui qu'on a eu. Puis c'était Holm qui avait gagné. Pennington, depuis ce temps-là, a dit « Je me suis fait voler, puis c'est moi qui méritais la victoire. » Me semble, là, quand tu as un combat revanche, 5 ans plus tard, là, et là, tu veux le prouver que c'est toi qui as gagné. Là. Mais non, ça a passé 15 minutes, les deux, un en l'autre. Puis de un, l'arbitre a fait j'adore l'arbitre, c'était Herzog qui était là, je pense. C'est un très bon arbitre, mais il était beaucoup trop patient. À mener, là, des croches-là. Là. Puis en plus, là, c'est Holm qui a gagné encore. Combat, écoute, vraiment long, pénible. Ça l'a éteint la foule. C'était ridicule. Et là, Pennington, après, elle sort, elle dit « Moi, j'étais venu pour me battre, pas pour passer 15 minutes à danser. » À me faire des colleux. Tasse-toi! Je veux dire, tu peux pas dire ça à la fin. Je veux dire, c'est ça le combat. Fait que, faut que tu trouves une façon de t'en sortir, puis il faut pas que tu laisses l'arbitre le faire. Mais ça a été... je sais pas, ça a été très très long, puis on revenait d'une grosse défaite face à Nunes. Peut-être qu'elle voulait jouer safe un peu, mais c'est une championne du monde de boxe, là. Puis elle boxe pas. Elle fait juste lancer des coups de pied, des gros blick kicks, puis après ça, elle s'en va, elle essaie de lutter. Elle n'a jamais lutté de sa vie. J'ai trouvé ça bizarre comme stratégie, ce combat-là. Plate, ça l'a éteint la foule. Pour une demi-finale, écoute, c'était ordinaire. Dans la carte principale également, j'ai retenu la performance de Diego Ferreira contre Anthony Pettis. Ferreira, il était sur une bonne séquence. 5 victoires, c'était sa 6e. Mais là, finalement, un gros nom à sa fiche. Bon, Anthony Pettis, c'est plus ce que ça a déjà été, probablement. Surtout pas samedi. Non. C'était où? Il était où, Anthony? Il était où, Pettis? Il était où Showtime? Écoute, ça va pas, c'est ça. Il était où Showtime? Ça va pas d'allure. Puis je veux rien enlever. Je veux pas enlever le crédit à la victoire de Ferreira parce qu'il a fait sa job. Puis il a fait exactement ce qu'il avait à faire. Puis good for him. Ça fait 6 victoires de suite. Gros nom. Ancien champion du monde qui a mis sur sa liste de victimes.
Mais Anthony Pettis, complètement gelé sur place, le laissait avancer, se mettait lui-même contre le grillage, aucun footwork, aucune explosivité, rien, il était gelé, il était mort, il n'y a rien qui se passait. Très, très déçu de sa performance. Vraiment, là, il était pas là. Il était pas dedans pantoute. Je ne sais pas s'il était malade ou il était arrivé quelque chose. Mais écoute, encore une fois, c'est pas pour enlever le crédit à Ferreira, mais Pettis, là, il n'était pas l'ombre de lui-même. Là, ça, c'est sûr. Je vais regarder les classements qui ont peut-être été mis à jour. Parce que, bon, Ferreira avec 6 victoires de suite chez les 155 livres. Si je ne me trompe pas, il était 15e. Il était tout juste dans le top 15. Ben, il n'était pas rentré encore. Il n'était pas rentré encore. Samedi, Okay. il n'était pas encore rentré. Et puis là, Diego, c'est ça, il est 11e. C'est ça, il a pris la place à Pettis. Il n'était pas classé. Peut-il... bon, c'est un gars qui est très bon en jiu-jitsu. Ouais. Il a terminé ça avec un étranglement arrière. Il a bien travaillé. A failli l'avoir au premier round. Finalement, au deuxième round, a réussi à aller chercher sa soumission. A beaucoup amélioré, en tout cas, à ce que je peux voir, a beaucoup amélioré son jeu debout également, son striking. Oui, il était vraiment unidimensionnel avant. Là. Peut-il être une menace envers, je te nomme des noms, Paul Felder, Kevin Lee, Dustin Poirier même. Il n'est pas spectaculaire. Il a gagné par soumission. C'était une super belle victoire. Mais tu sais, surtout en division des 155 livres, une division où il y a tellement de profondeur, tellement de gros noms. On en parle depuis le début de l'émission. Pas personne dit Ferreira, c'est le prochain champion. Là. Non, puis tu sais, c'est un peu je pense que c'est un peu la force dormante de cette division-là. Je pense que oui, il pourrait causer beaucoup de surprises. S'il continue à améliorer son jeu debout, il s'est pas fait, tu sais, il y a juste 2 défaites. Là, il a perdu contre Dustin Poirier, puis il a perdu contre son autre défaite. Benil Dariush. C'est pas. Il a déjà perdu contre Poirier. C'est pas gênant quand même. Là. Mais il reste que là, tu sais, avec une grosse victoire de la SOD, c'est sa plus grosse victoire en carrière, on s'entend. Là. Il vient de rentrer dans le top 10. Là, on va voir il va rentrer dans le top 15. Là, on va voir ce qu'il vaut vraiment. Là. Parce que là, il va y avoir des adversaires qui, là, il va pouvoir vraiment tu sais, Pettis, oui, là, mais si Pettis aurait performé comme d'habitude, on le voit, je dis pas qu'il aurait gagné, mais on aurait pu voir un peu plus quoi qu'il est capable de faire. Mais là, on va le voir. Là. Prochainement, là, il va y avoir un adversaire dans le top 10 mondial. Là, on va être capable de savoir de quoi qu'il y a dans le ventre. Là. Et pour finir sur Showtime Pettis, regardez, ça lui fait... Écoutez ça, depuis qu'il a perdu sa ceinture... Ah, ça a dérapé. Là. Il a perdu sa ceinture contre Rafael Dos Anjos en 2015. C'est 1, 2, 3, 4, 5... attendez... 6, 7 et 8 défaites en 11 combats, en 12 combats. Yep. Et là, il a 2 défaites de suite, mais si tu calcules que contre Stephen Thompson, oui, un super gros KO ultra spectaculaire. Il perdait le combat. Mais il perdait le combat. Mais bon, il n'a jamais mis 2 victoires consécutives à sa fiche là, depuis 2014. C'est ça. On s'entend, là, Ouais, depuis qu'il a perdu son titre, comme tu l'as dit, là, ça a complètement dérapé. Ouais. Il est allé à 170, il est revenu. Il y a quand même des bonnes victoires là, face à Thompson qui est ça, puis Charles Oliveira, mais écoute, c'est difficile là, pour lui présentement. Oui, effectivement. Donc à suivre, Diego Ferreira. Parlons maintenant de Roxanne Modafferi. Négligé à 10 contre 1 qui fait dérailler le train de Maycee Barber. J'ai beaucoup aimé tes commentaires durant le combat. Bon, oui, Barber s'est blessé. Son père dit qu'elle s'est blessée tôt dans le premier round, à peu près à 10 secondes du combat, mais on le voit vraiment au deuxième round quand elle reçoit un jab et en tombant, son genou semble déboîter ou semble vraiment être pris. Donc, déchirure complète du ligament croisé antérieur. Elle se absentera pour 9 mois. Ça met vraiment en péril son objectif de devenir la plus jeune championne du monde. Il lui restait 2 ans pour y arriver. C'est pas complètement impossible, mais avec 9 mois sur le carreau, elle devra coller d'ici la fin 2020 et 2021, 3-4 victoires rapidement pour essayer d'avoir un combat de championnat. Bref, ça c'est un jeu parti, mais j'ai beaucoup aimé que Roxanne Modafferi, pas spectaculaire, pas puissante, mais l'expérience. Exactement. C'est ce que j'avais mentionné avant le combat. C'est un combat extrêmement dangereux pour Maycee Barber, même si elle était favorite à 10 contre 1. Elle n'avait jamais affronté un adversaire avec autant d'expérience. C'est ça, l'expérience, ça ne s'achète pas.
Puis Modafferi est tellement bizarre, elle a peur de personne, puis elle va y aller, puis elle ne s'est pas laissée intimider par Macy Barber, qui est supposé être le futur. Elle est allée parce qu'elle a beaucoup d'expérience, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas fait intimider. Puis on a vu ce qui est arrivé. Oui, il y a eu la blessure, là, mais le premier round, elle n'était pas blessée au premier round. Là. On s'entend, là, elle bougeait bien. C'est au deuxième round qu'on a vu qu'il y a vraiment, il y a eu sur le premier jab, au deuxième round. Au premier round, là, ça a été Moxane Modafferi à 100%. Il y a eu l'amener au sol, par la suite, ça a été une domination. Là. Fait que c'est elle qui a gagné le premier round. Puis c'était pas à cause de la blessure. Après ça, oui, il y a eu une blessure. Il y a eu le beau diagnostic de l'arbitre. Oui, incroyable. Là, ça n'a pas d'allure. Mais, c'est ça. L'expérience est parlée dans ce combat-là. Puis c'était le piège pour Macy Barber, puis elle tombait dedans. pour revenir à ça, entre le deuxième et le troisième round, elle l'a dit dans son coin. Macy Barber a dit « Je suis correct, je peux continuer, mais mon genou, il y a quelque chose avec mon genou. » Et là, le médecin de la commission athlétique du Nevada rentre dans l'octogone. Tout de suite au début du deuxième round, vient toucher le genou de Macy Barber pendant à peu près 4-5 secondes. Non, mais tu vois, Macy Barber fait grimacer de douleur, là, parce que, tu sais, pour savoir si tu as une rupture du ligament croisé antérieur, tu prends le tibia, puis, tu sais, pour savoir si il bouge. Donc, s'il n'y a pas de tension, c'est parce que là, tu n'as plus de ligament qui le retient. Donc là, il s'en va là, et puis, tu vois, là, il fait ça de même, là, tu vois, Macy Barber, grimace de douleur. Là, il fait ça de même, il se lève, là, il dit, ouais, il dit, déchirure partielle du ACL, il s'en va. Tu as des rayons X aux yeux dans les yeux. Il dit, voyons donc, c'était ridicule. Puis j'ai réécouté après ça en anglais pour voir si c'était moi qui avais capoté, parce que ceux qui ont écouté le gars-là, ils m'ont bien entendu. J'ai dit, voyons, ça se peut pas, j'en reviens pas. Tu peux pas faire un diagnostic de la sorte juste en faisant ça. Puis j'écoutais Joe Rogan, puis Joe Rogan capotait aussi. Il dit, ben voyons donc, il hallucinait qu'est-ce que le docteur venait de faire. Et fait que, tu sais, puis en plus, même si, tu sais, c'est une blessure, là. T'sais, elle n'avait pas été capable de mettre du poids dessus. Fait que même si c'est une déchirure partielle, pourquoi il a laissé continuer le combat? T'sais, là, c'est une déchirure partielle, puis là, on attend que là, c'est une déchirure complète. Fait que là, il l'a laissé combattre. Fait que là, c'est 10 fois pire présentement parce qu'il l'a laissé combattre avec une déchirure complète du ACL. T'sais, je sais, je suis passé par là. Moi, c'est minimum 8 mois d'absence avec une réhabilitation si tout va bien. T'sais, moi, là, il avait lâché après 2 mois. Il fallait que je me refasse réopérer. C'est pour ça que ça a duré 1 an et demi. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là. Non. Donc, dur coup pour elle. Ça me fait penser à Laurent Duvernay-Tardif au football. Je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, il s'était blessé sur un jeu. Puis il avait dit à son coach ou à son soigneur qui était venu, il dit, je pense que c'est le ACL. Il s'était comme autodiagnostiqué parce qu'il avait senti qu'est-ce qui s'était passé. Ben c'est drôle, là, parce que... c'est comme lui, c'est un médecin. C'est un médecin, il connaît son corps, j'imagine, il connaît la biologie aussi. Je ne veux pas dire que le médecin ne connaît pas ce qu'il a fait, mais c'est un diagnostic un peu trop tôt, là, effectivement. Exact. Un peu, pour parenthèse football, là, les joueurs des Chiefs, ils vont chercher une deuxième opinion sur Laurent après qu'il ait passé au doc du médecin des Chiefs. C'était ça comique, ça. Sadiq Youssouf qui est venu à bout d'André Philly cette fin de semaine. Sadiq Youssouf, un des beaux espoirs à 145 livres. Et on en parlait avec Charles Jourdain la semaine passée. On disait que le gagnant de ce combat-là pourrait être un adversaire potentiel. Puissant, Youssouf, par exemple, puis il gaspille pas de coups, une belle boxe. Super posé, très calme. Écoute, puis il affrontait un combattant qui avait beaucoup plus d'expérience que lui, un vétéran quand même, puis il est resté super calme. Tu as fait raison, il dépense pas d'énergie pour rien. Ce qui fait que, oui, il est puissant, mais il est posé. Il attend ses occasions, il attend ses coups. Puis, une belle performance pour Youssouf, là, ça va lui donner beaucoup d'expérience. C'est un 3 rounds de même contre André Philly, là. Ça, c'est de l'expérience en bas. Le troisième gars de la filière nigériane après Francis Ngannou, Kamaru Usman et Sadiq Youssouf à surveiller également. Je trouve qu'il y a des gros jambons. Là. Je veux dire, si tu veux essayer d'amener ce gars-là au sol, bonne chance. Pas que, puis, si c'est Charles, son prochain adversaire, ce ne sera pas ça son plan de match, assurément, d'aller au sol avec ce gars-là. Mais il a l'air solide sur ses pieds. Il a réussi à l'amener au sol, mais il a rebondi immédiatement. C'est ça, il est tellement puissant. C'est ça. Tout de suite, il rebondit. Il est dur à clouer au sol. Non, c'est ça. Puis j'imagine qu'avec ses grosses jambes, la force de ses jambes est capable de générer énormément de puissance dans ses poings également, parce qu'on sait que c'est tout le corps là, qui travaille à ce niveau-là. Puis en terminant, ma prédiction audacieuse du gymnaste Tristar là, qui va battre tous les records cette année après un gros coup, parce que Nasrat Akparas a rencontré son homme en début de carte préliminaire. Il était ben trop énervé. Drew Dober qui a passé un KO. Et puis, OK, dis-moi comment tu as vécu ça du point de vue d'Asparat, mais il faut parler de l'arbitre aussi, comme l'arrêt du combat qui a été très tard. Là, très aussi. tard. Je sentais Akparas très nerveux. Il
il avait de la difficulté. Il a perdu l'équilibre à 2 reprises lorsqu'il lançait des coups. Il voulait trop en faire, trop rapidement. Puis on dirait qu'il était comme trop énervé dans ce combat-là. Puis Dauber est resté calme, il a placé ses coups, puis on a vu qu'il était précis. Puis quand il touche, ça touche solide. J'ai trouvé le combattant qui a été plus calme dans ce combat-là a remporté le combat. Akparas était comme partout, il sautait partout. Ouais. Et puis il perdait l'équilibre lui-même en lançant des coups. Je me répète, mais si vous regardez encore le combat, c'est une preuve que le gars, il est comme pas là. Il veut trop en faire, trop rapidement. Il oublie sa technique complètement. Il oublie sa technique, exact. Donc ça a joué contre lui. Puis oui, tu as fait raison. Là. Il a dû avoir au moins 3 coups de trop dans ce combat-là. Ouais. L'arbitre était très, très lent à réagir pour terminer le combat. Il nous reste quelques minutes, Pat. On va parler de ce qui s'en vient en fin de semaine. Le 25 janvier, c'est du côté de Raleigh, en Caroline du Nord. Curtis Blades, 3e aspirant chez les poids lourds, va affronter Junior Dos Santos, le 4e aspirant. C'est pas compliqué, c'est les deux dernières victimes de Francis Ngannou qui s'affrontent. Et duel de poids lourd, on s'est... Ouais, c'est toujours la fun. Puis, les deux cognes solides. Curtis Blade, peut-être plus un meilleur lutteur que Dos Santos, mais Dos Santos va vouloir le locker, c'est sûr. C'est ça son pain, son beurre. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. On l'a jamais vraiment vu travailler au sol. Mais c'est des gros bonhommes. C'est le fun des poids lourds. Tout le monde aime ça. Spécialement, là, on est dans le top 5. Fait que, il y a moins de chances que ça tourne en rond et il n'y a rien qui se passe. On l'espère. Mais il reste que c'est un... Tous les combats des poids lourds, ces gars-là, c'est tout le temps des combats importants. Parce que la division est tellement instable que n'importe qui, entre guillemets, là, pourra avoir un combat de championnat du monde demain. Parce que la division n'est pas très, très forte. Ce qui fait qu'une grosse victoire face à un adversaire qui est dans le top 5, ça peut te propulser directement pour devenir un aspirant au titre. Donc, tous les combats sont importants pour eux autres. Rafael Dos Anjos contre Michael Chiesa, ça c'est la demi-finale. Dos Anjos est 5e chez les 170 livres. Chiesa n'est pas classé. Chiesa, très bon au sol, non? Oui, très bon. En anglais, on appelle ça sneaky. C'est pas un jiu-jitsu qui est conventionnel. Il est grand, il fait des affaires que juste lui est capable de faire. Je pense qu'au niveau debout de Santos, c'est bien meilleur. C'est un gaucher, il frappe solide. Au sol, c'est 2 ceintures noires en jiu-jitsu brésilien, mais est-ce que Chiesa va être capable de réussir de tenir son bout debout? Il est un petit peu moins propre, un peu plus échevelé là, debout. Moi, j'ai l'impression que ce combat-là, Dos Anjos va vouloir le garder debout. J'ai bien l'impression qu'il va vouloir le frapper dans les jambes, un peu comme il a fait avec Nate Diaz, puis prendre avantage de son combat debout dans ce combat-là. Excellent. Et puis, peut-être jeter un œil sur Arnold Allen, un autre produit du gymnase Tristar, c'est un Britannique. Chez les 135 livres, si je ne m'abuse. 145 livres aussi. Ouais, chez contre les poids, Nick Lentz. Contre Nick Lentz. Il devait affronter un adversaire qui a changé à la dernière minute. Là, mais jetez un coup d'œil sur ce jeune homme, Arnold Allen, un bel espoir de la division des poids plumes. Également, cette fin de semaine, Bellator. Retour de Chris Cyborg. En fait, son premier combat chez Bellator. Exact. Pour la ceinture des 145 livres aussi, il va affronter Julia Budd, une Canadienne. Julia Budd, on la connaît pas beaucoup parce que, d'un, s'est jamais battu à l'UFC. Mais ses seules défaites sont survenues en début de carrière. On parle de début des années 2010. C'est contre Amanda Nunes et contre Ronda Rousey. Exact. À l'époque où Ronda Rousey était intouchable et invincible, elle s'est fait passer ses fameuses clés de bras là, dans les premières minutes. Mais bien hâte de voir parce que Julia Budd, depuis ce temps-là, elle a battu des filles, des noms très intéressants, notamment Germaine de Randami. Et là, Chris Cyborg, on le sait. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est relancer sa carrière chez Bellator. Elle devient instantanément une des plus grandes vedettes de l'organisation. Donc, elle s'est remis, elle a réussi à se remettre de sa défaite contre Amanda Nunes avec une victoire contre Felicia Spencer, son dernier combat à l'UFC. Mais hâte de voir ce que Cyborg va pouvoir faire chez Bellator. Évidemment, on aimerait probablement qu'elle l'emporte. Écoute, tu sais, Julia Budd, c'est quand même... Oui, c'est sûr que c'est un nom moins vendeur que Cyborg. Malgré que, tu sais, âgé de 36 ans, 5 pieds 8, 145 litres, c'est un bon gabarit, là. Donc, j'ai bien hâte de voir si ça va être capable d'y aller face à face avec Cyborg. Cyborg qui est puissante, mais je veux dire, c'est une spécialiste de combat debout aussi. Là. Julia Budd, sa moitié de ses victoires est obtenue par KO. Puis c'était le combat à faire au Bellator. C'était le combat à faire entre les deux là, pour aller chercher le titre. Mais
faut pas penser que Julia Budd est battue d'avance. Non, Pour vrai, non. parce que- elle a déjà défendu son titre quatre fois, là, je pense, là, depuis qu'elle l'a acquis chez Bellator. Donc, Ouais, elle détient la exact. ceinture depuis un certain temps. C'est la championne inaugurale de cette division-là chez Bellator. Donc, c'est toujours elle qui a détenu le titre. Donc, évidemment, probablement le plus gros défi de sa carrière Ouais. depuis ces fameux combats-là celui contre Ronda C'était en Rousey. 2011. entre autres, là. C'est la dernière C'est fois qu'elle a ça. perdu, c'est en 2011. Ah ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous Ouais. les ponts. Donc, alors de voir. Et Cyborg n'a plus nécessairement cette aura d'invincibilité qu'elle avait. Là. Exactement. Amanda Nunes a fait un très beau travail contre elle, mais elle a fait un très beau travail aux yeux des autres combattantes aussi. là. C'est-à-dire Ouais. que la façon dont elle l'a battue, ça a fait le déclic aux autres combattantes, aux autres filles. Ah, que cette fille-là n'est pas invincible finalement. Ben, c'est parce qu'elle s'était jamais fait frapper vraiment. Là. Puis on l'a vu lorsqu'elle se fait frapper, eh bien là, c'était tout nouveau pour elle. Là. Donc peut-être en la débordant, puis en taux, puis être capable de placer un coup de puissance qui pourrait la déranger en début de combat, ben, ça pourrait tourner en faveur de Julia Budd. Excellent, Pat. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. L'UFC Rally, 20h sur les ondes de RDS2 ce samedi avec cet homme, Yes. Patrick Côté et Jean-Paul Chartrand à la description. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. À bientôt, tout le monde. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.